Comme Marie-Audrey disait, je suis en deuxième année au doctorat en communication, nouvellement membre de l'ISE et de l'IREF, qui est clairement en cohérence avec le croisement des enjeux féministes et écologiques de mon projet de thèse. En ce moment, je suis dans l'élaboration de mon projet, donc j'ai malheureusement pas de données à vous présenter. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est davantage des réflexions qui accompagnent, qui va accompagner mon pré-terrain de recherche que j'espère pouvoir faire cet été. Comme je suis en constante réflexion sur mon projet, il change beaucoup. Depuis que j'ai fait ma proposition pour la présentation aujourd'hui, mon titre a changé plusieurs fois. Il change pratiquement à tous les mois. En fait, le titre de ma présentation aujourd'hui a un peu changé. C'est plutôt entre savoir incarné et relationnel, les pratiques écoféministes comme nouvelle perspective en communication environnementale. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Le contexte de mon projet de thèse provient des réflexions et constatations de ma maîtrise que j'ai aussi fait en communication environnementale plus précisément. Puis, à la maîtrise, je me suis intéressée au discours du gouvernement équatorien qui devait s'inscrire dans une alternative au développement, donc c'est pour ça que ça m'intéressait, et proposer une économie post-extractiviste autour de la préservation de la forêt amazonienne et de la philosophie du buen vivir. Je me suis donc davantage intéressée aux mémoires dans une analyse macro, donc un discours politique concernant l'environnement. Et ce travail-là m'a amené à me pencher sur la création du développement. Donc, quels sont les discours, les récits entourant le clivage développé, sous-développé, puis aussi aux critiques finalement de cette dichotomie, de cette représentation du monde, notamment grâce aux écrits de Arturo Escobar et Gilbert Rist. Ces réflexions-là de la maîtrise m'ont amené à bâtir mes 3 axes de ma problématique et de mon projet de thèse. Un premier axe qui est à partir d'une première prémisse, finalement, que j'emprunte au théoricien de l'écologie sociale Serge Moscovici, donc dans un ouvrage qui est paru en 2002, dans lequel il suggère que la société moderne et occidentale se soit construite contre la nature. Donc, lui, il propose une société contre nature. Donc, ce serait finalement une société qui serait édifiée sur des dualismes, notamment nature-culture, homme-femme, raison-émotion, développé, sous-développé, pour ne nommer que ceux-ci. Puis, ce paradigme crée une hiérarchisation finalement dite naturelle entre un élément sur le second, et je peux vous laisser deviner lesquels. À partir de ça, j'ai décidé de creuser un peu ce paradigme dichotomique-là, puis de m'intéresser aux liens qui unissent ces visions dualistes du monde et comment finalement elles se renforcent les unes les autres. Quand on s'intéresse à l'environnement, au sens de l'environnement, inévitablement, la dichotomie nature-culture revient vraiment souvent dans les discours. Normalement en lien avec les enjeux écologiques, avec les changements climatiques, puisque comme l'expliquent plusieurs auteurs, mais moi je me base surtout sur l'écoféministe Caroline Marchand, cette dichotomie-là, nature-culture, elle justifie le discours des sciences modernes du refus de toute valeur à la nature. Donc, sans valeur intrinsèque, la nature peut être objectifiée, conceptualisée comme passive, inanimée et donc exploitable. On s'expliquerait que cette science moderne-là, héritière des Lumières, peut finalement exploiter la nature puisqu'elle est passive, donc exploitable. Donc, ce premier constat-là du lien qui existe entre les dualismes, entre un élément qui est actif, un élément qui est passif, ça m'habite beaucoup, ce clivage du monde-là. Puis, tout particulièrement, l'idée de comment ce clivage-là du monde a influencé les savoirs. Donc, par exemple, qui peut créer des savoirs, à partir de quel corps, de quel territoire, dans quelles relations, à partir de quel milieu, de quel territoire, et lesquels sont considérés légitimes comme savoirs. Donc, quelle place finalement pour les savoirs sensibles, émotionnels, relationnels, en lien avec les enjeux écologiques? Puis habituellement, à cause des sciences modernes qui étaient plutôt rationnelles, on n'a pas réfléchi à la légitimité des savoirs et où est-ce qu'on peut choisir qu'un savoir qui est plus sensible, corporel, peut être légitime pour les enjeux environnementaux. Premier axe de ma problématique. Le deuxième axe, c'est en fait une zone d'ombre qu'en cherchant en communication, j'ai réalisé qu'il y avait et que je reprends aussi un professeur en sciences de l'information et de la communication qui s'appelle Philippe Heurt, qui lui s'intéresse au rapport au corps dans la recherche scientifique et il considère qu'en sciences de l'information et de la communication, les enjeux au savoir dans une perspective située et relationnelle sont peu abordés.
Donc, ce qui m'intéresse particulièrement par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on peut parler justement d'éthique féministe du care, d'interdépendance, de vulnérabilité, quand on s'intéresse finalement aux sciences de l'information et de la communication, et aussi à la communication environnementale, qui est mon domaine de recherche. Et dans ce domaine-là de recherche aussi, je constate qu'il y a peu de place justement pour les expériences sensibles et comment communiquer finalement la sensibilité pour créer des savoirs qui sont davantage situés. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec la communication environnementale, c'est un champ d'études. C'est le champ d'études que j'ai appliqué finalement lors de la maîtrise. Et c'est un champ d'études et un espace de pratique pluridisciplinaire qui propose, entre autres, de repenser notre manière de communiquer et qui oblige à réfléchir aux effets des méthodes et des dispositifs communicationnels sur l'environnement. Donc, les recherches qui s'inscrivent en communication environnementale, finalement, elles posent un regard critique sur les discours et les pratiques liés aux enjeux socio-environnementaux, en incluant forcément au cœur du processus de recherche les voix des individus des milieux concernés. Donc, cette définition-là, je la prends de Robert Cox, qui est sûrement la personne la plus citée lorsqu'on parle de communication environnementale. Puis, l'idée de donner une voix aux individus des milieux concernés, c'est super important, mais à qui finalement on accorde cette capacité-là de communiquer et de communiquer sur l'environnement? Et je me suis intéressée aussi à d'autres auteurs un peu moins connus en communication environnementale, notamment un texte de Peterson, Allen et Holling qui est sorti en 2007, qui propose, eux, de décloisonner finalement les structures actuelles du champ d'études en communication environnementale en suggérant finalement que les praticiennes de ce champ aient la responsabilité non seulement d'inclure et de rendre compte des voix humaines non entendues, donc comme c'est déjà le cas en communication environnementale, mais également des sujets extra-humains. Donc, les auteurs définissent les extra-humains par le vivant, mais pas seulement non humains qui composent finalement la communauté terrestre. Donc, comment est-ce qu'on peut se rendre sensible aux manifestations et aux expressions provenant des environnements naturels pour créer justement des savoirs en lien avec les enjeux environnementaux? Donc, cette dimension récente de la communication environnementale critique de facto le dualisme nature-culture. Elle refuse une hiérarchisation des différentes espèces, mais surtout, elle conteste l'idée reçue selon laquelle la capacité à communiquer soit seulement réservée à l'espèce humaine. Donc, ma problématique, c'est écrit dans mon acte 1, c'est finalement une critique du paradigme dualiste. C'est comment incorporer des savoirs situés et relationnels en communication de manière générale, mais aussi préciser l'importance du relationnel et du respect à l'altérité comme un fondement des études en communication environnementale et qui va être présent dans ma recherche. Donc, tout ça, finalement, toute une mise en contexte pour vous dire que dans le contexte actuel, socio-environnemental actuel, il me semble nécessaire de créer des rapports qui sont réflexifs au savoir à partir de la relation, à partir du corps et à partir des expériences. Puis, c'est à partir de mes questionnements sur les savoirs légitimes et les savoirs en train de se faire que je me suis intéressée davantage aux perspectives écoféministes, puisque, selon moi, ces perspectives permettent d'articuler les expériences relationnelles et corporelles comme des savoirs qui sont finalement légitimes et qui permettent d'avoir un regard différent sur les enjeux environnementaux. Donc, les écoféministes, de manière générale, ce sont à la fois des théories, des mouvements, des approches. Puis, elles critiquent les dichotomies, cette vision du monde-là qui est un clivage, qui sert finalement, selon elles, qui servent, selon elles, les sociétés capitalistes patriarcales, tout en proposant finalement des pratiques émancipatrices qui envisagent non seulement une réappropriation des corps, des relations et des expériences, mais qui s'articulent ensemble afin d'en faire jaillir des productions de connaissances non hiérarchiques et situées. Et ça, c'est particulièrement ce qui m'intéresse dans ma recherche. Donc, je pense qu'on peut peut-être creuser un peu qu'est-ce que ça veut dire des perspectives écoféministes, puisque les écoféministes sont pluriels. On peut se référer, comme je disais, autant aux théories, aux pratiques, aux mouvements, aux approches. Puis, souvent, on les sépare en plusieurs courants. Par exemple, il y a l'anthologie sortie en 2016 de Emily H qui propose plusieurs types de courants dans l'écoféminisme. Au Québec, on a un collectif de remue-ménage qui a aussi écrit un excellent livre qui s'appelle Faire partie du monde, qui s'intéresse aussi à ces courants-là. Donc, l'écoféminisme peut être à la fois spirituel, matérialiste, décolonial, culturel, mais et parfois, en fait, certains courants viennent en contradiction avec d'autres. Donc, il y a tout un dialogue à avoir sur les perspectives écoféministes. Mais si je devais faire une définition unique qui est impossible, je dirais que quand même, les perspectives écoféministes, elles convergent vers une critique radicale du patriarcat et des représentations de la nature dans les sociétés occidentales.
Donc, Emilia propose que les écoféministes se positionnent en réaction aux violences faites aux femmes et à la nature, une violence qui est vécue parallèlement aux liens sociaux et historiques qui leur sont accordés. D'ailleurs, on peut bien percevoir ça dans le livre Caliban la sorcière de Silvia Federici, que je vous invite à lire, qui est une brique, mais très intéressante pour voir les liens sociaux et historiques entre le territoire, justement, et les femmes. Donc, je pense qu'il est quand même aussi nécessaire de rappeler que les perspectives écoféministes, elles ne suggèrent pas nécessairement que les femmes soient biologiquement plus près de la nature. Au contraire, c'est plutôt cette identification des femmes à la nature au sens patriarcal, donc dans le dualisme nature-culture qui est critiqué. Puis, c'est aussi cette oppression des femmes et de la nature qui n'est pas exclusivement liée au genre. Donc, par exemple, Noël Sturgeon propose qu'il y a diverses luttes et qu'elles sont tous imbriquées les unes dans les autres. Donc, il y aurait aussi des luttes par rapport à la race, la classe, le colonialisme, donc qui s'articulent conjointement avec l'exploitation de l'environnement. Et dans ma recherche, que je trouve particulièrement intéressant avec les perspectives écoféministes, et comme propose Karen Warren, qui est une écoféministe davantage théorique et philosophique, c'est que ça permet une démarche d'apport croisé. Donc, on accorde de l'importance féministe dans les éthiques environnementales, mais aussi on propose une importance de l'environnementalisme dans les perspectives féministes. Donc, c'est cette démarche croisée qui est super importante. Donc, on rajoute des enjeux féministes aux enjeux écologiques et les enjeux écologiques ne peuvent pas être pensés en dehors des enjeux féministes, puisque selon plusieurs autrices écoféministes, il y a une nécessaire double libération des oppressions, si on veut à la fois régler, entre guillemets, les enjeux féministes et les enjeux écologistes. Cette double oppression-là n'est pas partagé, par exemple, par tout le monde. Il y a un livre qui est sorti l'année passée de Jeanne Burgard-Goudal qui s'appelle « Être écoféministe, théorie et pratique ». Et elle ne croit pas nécessairement au lien conjoncturel entre les deux oppressions. Pourtant, ce qu'elle dit, même si je ne suis pas d'accord avec elle, c'est que c'est super important quand même de les penser ensemble. Ça donne une certaine force au mouvement. Puis, les deux ensemble, ils ont un objectif similaire, celui de sortir du dualisme de la modernité, donc qui est autant un objectif qui est féministe et qui est écologique. C'est pour ça que c'est important de les penser conjointement. Puis, l'écoféminisme, dans ma recherche, qui m'intéresse plus particulièrement, au-delà des philosophies écoféministes, finalement, même si je les trouve très riches, ce sont les pratiques écoféministes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le réel? Ça m'interpelle beaucoup. Puis, j'emprunte le terme écoféminisme vernaculaire à la chercheuse en sciences sociales Geneviève Pruvot pour préciser que c'est les pratiques qui m'intéressent et que ces pratiques écoféministes-là, c'est bien important de comprendre qu'elles ne sont pas revendiquées. Donc, si je m'intéresse à des pratiques, par exemple, de femmes qui font des jardins de permaculture, ça ne veut pas dire qu'elles-mêmes se revendiquent écoféminisme, mais qu'elles sont davantage finalement des praticiennes de l'écologie que des féministes. Donc, on peut dire qu'il y a une certaine féminisme ordinaire. Donc, Geneviève Pruvot dit en fait que le féminisme ordinaire qui se retrouve dans l'écoféminisme vernaculaire, c'est finalement un engagement dans la pratique quotidienne plutôt que dans les prises de position publiques. Et aussi l'écoféminisme vernaculaire, il puise sa source dans le féminisme de subsistance. Donc, la subsistance comme l'autoproduction des biens alimentaires, donc en dehors de la société de consommation, mais aussi la subsistance dans la durabilité, donc autant en termes économiques qu'en termes écologiques. Donc, autant ces deux choses-là, donc l'autoproduction et la durabilité, dans le féminisme de la subsistance, c'est important comme critère d'une action féministe, finalement, une action féministe qui se fait dans le quotidien. Et ça, en fait, ça découle du féminisme matérialiste. Par exemple, comme Silvia Federici et Françoise Daubonne, qui a d'ailleurs, semble-t-il, créé le terme écoféministe, ou encore Mia Maes, qui a écrit le livre écoféministe avec Vandana Shives, si jamais ça vous dit quelque chose. Donc, finalement, l'écoféminisme vernaculaire, c'est un écoféminisme, donc l'intersection des luttes écologiques avec celle de la reconnaissance des femmes dans ces luttes, et vernaculaire, puisque l'idée, c'est de tisser des liens et œuvrer avec les personnes, les ressources et l'histoire d'un territoire qu'on habite dans des pratiques qui sont quotidiennes. Donc, dans le réel, comment ça se traduit? C'est à travers un travail de subsistance, donc à travers des activités collectives et vitales pour la survie de la planète. Donc, qui met l'accent aussi sur les savoir-faire au quotidien, les savoir-faire en train de se faire et la création des communs. Donc, tout ça m'amène finalement à m'intéresser à des terrains qui sont beaucoup plus pratiques dans le réel. Par exemple, les lieux de
socio-écologique qu'on a ici au Québec, qui risque d'être le lieu où est-ce que je vais aller chercher ces pratiques écoféministes-là. Par la suite, donc, il y avait tout les récits autour des écoféministes, l'écoféminisme vernaculaire qui m'intéresse beaucoup, mais aussi toute la question des savoirs dont je vous ai parlé davantage dans la mise en contexte. Donc, dans ma recherche, je m'intéresse particulièrement à l'émergence des savoirs dans une perspective située et incarnée. Donc, cette perspective-là, elle comprend les savoirs comme un effet émergent des relations. Donc, Philippe Herth, je parlais un peu plus tôt, il considère que penser le corps et les relations dans les sciences de l'information et de la communication, c'est en fait encourager une autre tradition épistémique qui met la relation au cœur des savoirs et qui les considère comme étant toujours situés, sensibles, partiels, contextuels et incarnés. Donc, on est davantage dans les savoirs qui sont situés. Donc, lui, en fait, il se base sur les écrits de Donna Haraway dans Situated Knowledge, qui est sorti en 1988, qui est un article, en fait, qui s'intéresse aux savoirs situés comme des savoirs qui permettent une meilleure objectivité parce qu'ils assument leur côté partiel et local. Donc, ces savoirs situés-là dans la question de la science et du féminisme, ça relève d'une objectivité comme rationalité positionnée. Donc, voici un savoir ici maintenant. C'est à ne pas mélanger avec le relativisme. Donc, on n'est pas dans le relativisme du tout. On est plutôt dans l'idée d'avouer que le savoir qu'on a, il est partiel, il est en mouvement, il peut, au contact de d'autres personnes, se modifier. Et d'ailleurs, Donna Haraway, dans cet article dans lequel elle s'intéresse au savoir situé, elle fait un clin d'œil justement aux écoféministes et elle dit que les écoféministes ont peut-être été celles qui ont le plus travaillé à produire une version du monde comme sujet actif, donc en brisant finalement les dichotomies actif-passif, et non pas comme une simple ressource cartographiée et confisquée par les projets bourgeois marxistes ou mâles. Donc, il y a toute cette idée-là du projet féministe dans l'écoféminisme. Donc, finalement, pour ce qui est des savoirs, je les conçois dans ma recherche comme issus de l'expérience du sujet en relation à autrui et au monde, par distinction avec les connaissances comme corpus établi, explicite, extérieur au sujet. Donc, ce qui place finalement ma recherche dans une posture relationnelle. Puis, dans aussi l'importance des savoirs incarnés et locaux, dans la construction, mais aussi dans la circulation des savoirs, et aussi l'idée du corps qui est super importante dans la création de ces savoirs-là, puisque le corps ici n'est pas compris comme un objet culturel en dehors du savoir, mais davantage comme une condition d'accès au savoir. Donc, en mettant notre corps en action, on est dans la création de savoir incarné, et ça me semble super pertinent et intéressant lorsqu'on s'intéresse au domaine de l'environnement. Et comment est-ce qu'on peut ajouter à travers ces savoirs incarnés-là des perspectives non humaines, donc d'une sensibilité finalement aux expériences naturelles, avec la complexité des relations entre les autres êtres humains, parce qu'on est toujours là, et nécessairement à contextualiser dans les situations locales et les relations. Donc, ce qui amène finalement le grand portrait de ma recherche, qui est les savoirs incarnés et locaux dans une perspective écologique et féministe dans un milieu de transition socio-écologique. Donc, c'est ça que je vais me pencher. Donc, tout ce que je viens de vous dire là, c'est finalement des réflexions qui m'habitent, que je vais amener sur mon pré-terrain de recherche pour voir comment est-ce que, dans le réel, dans les projets de transition socio-écologique au Québec, est-ce qu'on s'intéresse justement au savoir, comment est-ce qu'on les traduit, comment est-ce qu'on les fait se créer finalement par le corps, par la relation. Donc, à partir de tout ça, j'arrive sur le terrain finalement avec une intention de recherche. Et cette intention de recherche-là, elle peut être traduite finalement par la question suivante, en 2 points. Donc, dans quelle mesure les femmes intégrant les pratiques écoféministes mobilisent des savoirs incarnés et comment leurs expériences sont valorisées à l'intérieur de leur communauté, donc de leur communauté de transition finalement. À partir de ça, j'ai des sous-réflexions, donc qui viennent compléter la réflexion globale. Donc, je me demande dans quelle mesure le partage d'expériences crée-t-il des perceptions différentes de nous-mêmes et de nos environnements? Comment les capacités relationnelles aux autres, aux vivants ou aux non-vivants encouragent une transformation de nos relations au monde? À partir d'une lentille écoféministe, parce que c'est bien mon approche, comment peut-on réfléchir au processus de création de savoir subversif? Et comment, à travers une recherche-création, une recherche performative, il est possible de mobiliser des savoirs situés et relationnels dans le domaine de la transition socio-écologique. Ce qui m'amène à vous parler de ma stratégie méthodologique. Donc, pour ce qui est de mon pré-terrain à l'été, ce que je vais faire, ça va être davantage de l'observation participante. Donc, je vais m'engager en tant que chercheuse, mais aussi en tant que citoyenne.
Donc, vous comprendrez que si ce sujet-là m'intéresse, c'est parce que je suis préoccupée par les enjeux environnementaux et par les enjeux féministes. Donc, j'aimerais en ce moment, en fait, je suis sur un autre projet de recherche, qui travaille avec, le collectif Solon. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc en parallèle à ça, ce que j'aimerais, ce serait investir, les ateliers de la transition du collectif Solon. Donc voir comment est-ce que dans ces ateliers-là, finalement, on s'intéresse au savoir, quel savoir on diffuse, de quelle manière, qui participe. Hem, donc moi-même participer finalement à ce collectif-là. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Solon, c'est un organisme à but non lucratif qui suscite et accompagne l'action citoyenne dans le déploiement de projets collectifs locaux pour la création de milieux de vie conviviaux, solidaires et écologiques. Donc, je pense que ça va être intéressant pour moi de voir comment ça se passe sur ce terrain-là. Ce ne sera sûrement pas le terrain de ma thèse, mais au moins, ça va pouvoir regarder si mes intentions de recherche sont pertinentes, de voir comment est-ce que je peux les articuler dans un vrai terrain. En ce qui concerne la thèse, donc je me pose sur la question comment rendre compte finalement de ces savoirs-là. Dans la recherche, précisément, pour moi, ça signifie comment est-ce que je peux intégrer une autre manière d'écrire la science et de réfléchir aux restitutions des expériences sensibles. Donc, en communication, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle une recherche-création et c'est probablement ce que je compte faire. Donc, la recherche-création, c'est une recherche qui peut se déployer de différentes manières. La mienne, elle se fait de manière parallèle entre une recherche-création et une ethnographie engagée. Donc, l'ethnographie engagée, euh, dans cette recherche est pensée de pair avec l'expérience collective et l'intention des consciences collectives de groupe, qui sont un type de recherche en études féministes qui est assez connu, qui a été documenté par Sandra Harding, notamment dans la théorie du positionnement. Donc, ça implique, pour moi, une implication prolongée dans un collectif de transition. Donc, l'objectif, c'est de favoriser un dialogue avec différents types de savoirs, donc autant scientifiques, populaires, traditionnels, expérientiels, et de sortir finalement des cadres et des normes pour créer de nouvelles formes de pouvoir savoir. Et en ce qui concerne la partie davantage recherche-création, va se déployer de deux manières. D'une part, dans un processus de création comme un moteur de changement et d'émancipation sur le terrain. Donc, ça va être un processus qui va être documenté tout au long de l'enquête et qui va servir de données. Donc, d'une part, dans des formes narratives, comme les pratiques analytiques créatives. Donc, c'est-à-dire ajouter un processus narratif finalement à la recherche qui va servir autant de données, d'analyse que finalement à la fin de ce que je vais pouvoir remettre pour la thèse. Puis, cette recherche-là s'insère dans deux modèles de recherche-création, soit la création sous forme de recherche et la présentation de recherche créative. Puis, je me base beaucoup sur un texte de Sylvie Fortin et Émilie Loussa qui mentionne en fait qu'il n'y a pas d'écriture académique neutre. Donc, prendre les écritures créatives comme méthode de recherche, c'est montrer finalement l'importance du médium dans toute recherche. Et je trouve que c'est vraiment cohérent avec ce que je souhaite faire, notamment m'intéressant aux perspectives écoféminisme. Puis aussi, il va y avoir une stratégie d'auto-ethnographie, donc qui peut finalement se faire sous la formule soit d'un journal de bord, d'un récit de soi. Puis, ce bricolage de recherche-création-là et d'auto-ethnographie va me permettre de créer un espace d'exploration qui va me permettre de réfléchir de manière située au terrain, dans un contexte particulier situé, puis de voir finalement la recherche comme quelque chose qui peut être à la fois performatif et engagé. Donc, va permettre moi-même de me mettre dans l'action et de peut-être participer à un changement comme j'aimerais le voir. Donc, voilà. Si vous avez des questions davantage sur les perspectives écoféministes, je ne les ai pas beaucoup abordées parce que je voulais vraiment vous ramener sur toute la réflexion sur le terrain, mais on va pouvoir en reparler pendant les questions. Voilà.